On est en compagnie de Laetitia Baldeschi. Bonjour Laetitia. Bonjour Fabrice. La stratégie de CPRM, on regarde avec vous ce qui s'est passé au cours de cette semaine. On va parler géopolitique ou politique déjà avec la Catalogne. C'était les suites du référendum du 1er octobre avec ce oui mais non. On proclame l'indépendance mais on la suspend immédiatement de la part du président catalan Carles Puigdemont. Madrid n'a pas tellement apprécié. Non, évidemment, d'un autre côté, c'était compliqué aussi pour le président de la Catalogne de faire différemment. Donc je crois qu'on va rentrer dans une phase de négociation. Il ne faut que personne perde la face, mais personne n'a intérêt à ce que ça dégénère non plus. Donc on l'a vu, les idéaux politiques c'est une chose, les intérêts économiques sont une autre et priment. Alors justement, intérêt économique, c'est peut-être ça qui a fait aussi pencher la balance. On a vu que 4 groupes, et des moindres, qui font partie de l'IBEX 35, des banques, mais aussi effectivement des groupes industriels ont décidé de quitter la Catalogne, en tout cas au niveau de leur siège social. Tout à fait. Donc il y a déjà de premiers impacts. Des premiers impacts, et donc effectivement je pense que c'est un des freins à cette accélération et ces velléités d'indépendance de la Catalogne. Et clairement ils n'ont pas intérêt à laisser filer tous ces grands groupes. Leur intérêt économique est quand même de maintenir une activité soutenue dans la région. Oui, au-delà, en revanche, on peut dire que ce risque politique n'a pas vraiment été pris au sérieux, en tout cas pricé par le marché. Ça a été considéré comme un non-événement, à part peut-être un petit peu sur l'Espagne et les taux périphériques qui sont tendus, mais tout est rentré dans l'ordre assez rapidement. Oui, tout à fait. C'est la leçon que l'on peut tirer. Il fut un temps où il me semble que ce genre d'événement aurait pu entraîner toute la zone euro dans des mouvements un peu violents. Cela n'a pas été le cas effectivement cette fois-ci. On voit bien qu'aujourd'hui, la pérennité de la zone euro n'est pas remise en cause et que finalement c'est un élément de stabilité et ça permet justement de gérer ce genre de problème intra-pays. D'autre côté, géopolitique, bon, on a vu la Corée, là maintenant ça n'inquiète plus tellement non plus. On a vraiment le sentiment que les marchés sont passés dans un mode euphorie. Ça se traduit aussi par cette chose tout à fait spectaculaire, fin de la volatilité, ou en tout cas baisse extrême. Ça faisait des années, je crois que de plus de 20 ans qu'on n'avait pas vu une volatilité aussi basse, notamment sur les indices US. Oui, on est rentré dans une phase effectivement, enfin on continue cette phase où ponctuellement quelques petits événements viennent agiter un petit peu très modestement ces marchés, mais globalement l'environnement économique étant satisfaisant, on revient à cela. On attend aujourd'hui les résultats des entreprises aux États-Unis en premier, puis après ça sera la zone euro, mais on voit bien que globalement, compte tenu du contexte macroéconomique, les marchés ont du mal à s'inquiéter au-delà de ce qui est nécessaire, je dirais ponctuellement. Restent les incertitudes politiques et on le voit, on a de nouveau un espèce de brouhaha et de non-avancée sur la réforme fiscale américaine. C'est l'une des choses qui pourrait finalement freiner cette hausse des marchés, me semble-t-il, aux États-Unis en tout cas. Oui, aux États-Unis, on y reste avec les minutes de la Fed. C'était mercredi soir. On se dirige vers une 3e hausse des taux directeurs sans surprise. Sans surprise, puisque finalement toute la communication avait été assez bien faite à l'issue de la réunion du mois de septembre. Et le fait de rappeler que les membres du FOMC, donc pas tous votants, mais les membres avaient voté à majorité enfin anticipé majoritairement à 12 contre 16 une 3e hausse pour la fin de l'année. Globalement, les marchés l'ont pris en compte et le price pour une bonne partie. Donc pas de nouvelles informations, toujours ce discours sur les incertitudes sur l'inflation, sur bon, mais on n'a pas eu de nouveauté puisque Mme Yellen en avait parlé précédemment, donc on reste dans cette optique-là où finalement, oui, certes, l'inflation n'est pas l'objectif, pourra mettre plus de temps pour atteindre l'objectif, on n'en sait rien, mais globalement, la Fed va continuer de normaliser sa politique monétaire. Bon, ben voilà, qui était de toute façon dans les tuyaux, sans que ça inquiète pour l'instant non plus. Au niveau des chiffres économiques, est-ce qu'il y a eu des publications intéressantes, des choses qui ont... Peu de choses, je dirais, cette semaine a été plutôt calme. En tout cas, côté États-Unis, on aura cet après-midi un petit peu plus d'informations. L'inflation, que l'on, évidemment, compte tenu du contexte et des discussions à la Fed, on va regarder un peu plus attentivement. Mais là encore, on va avoir un effet ouragan qui risque de perturber un petit peu la lisibilité sur le mois. Donc bon,
C'est pas encore cela qui va bousculer et modifier l'ambiance actuelle du marché, en tout cas des marchés américains. L'effet ouragan, on l'a déjà vu notamment dans les chiffres de l'emploi américain. Alors c'était la semaine passée, vendredi dernier, avec ce chiffre surprenant de baisse en fait de l'emploi. Alors ça n'a pas touché le taux de chômage. Ça aurait supprimé quand même 1,5 million d'emplois, cette histoire. De mémoire, c'était 30 000 destructions, 33 000 destructions d'emplois. En revanche, on avait quand même un chiffre sur le rapport de l'emploi qui était un petit peu perturbant, puisque du côté des ménages, vous aviez enregistré sur le même mois 900 000 créations d'emplois, puisque 900 000 personnes de plus se déclaraient en emploi, quoi. Donc, global, et ce qui explique le fait que le taux de chômage ait continué de baisser, donc à 4,2. Donc on a quand même eu un rapport sur l'emploi très ambigu et difficile à interpréter, très peu lisible, effectivement. Il faut attendre les chiffres donc du mois prochain. Là par contre, où on peut avoir une certaine visibilité des effets de l'ouragan, c'est sur les salaires, paradoxalement, puisqu'on a eu finalement des petits emplois mal payés qui ont été suspendus. Quand vous êtes travaillez dans un McDo qui est inondé, vous ne pouvez plus travailler. En revanche, les emplois les plus je dirais, de niveau de qualification supérieure, comme ingénieur et tout ça, eux ont été maintenus parce que plutôt dans d'autres régions. Et donc on a eu un salaire moyen horaire qui a plutôt progressé. Donc paradoxalement, un effet non attendu. Ah oui, effectivement. Bon, qu'est-ce qu'on va suivre la semaine prochaine, Laetitia? Est-ce qu'il y a des grandes annonces? Enfin, peut-être quelques catalyseurs pour animer ce marché? Alors, des catalyseurs, je ne sais pas, j'irai peut-être pas jusque-là. Je pense qu'on va regarder avec attention ce qui se passe du côté de la Chine, puisqu'on a la semaine prochaine la publication du PIB du 3e trimestre, qui va arriver le 2e jour du congrès, après l'ouverture du 19e congrès du Parti communiste chinois, qui est quand même l'événement majeur politique en Chine. Du coup, on peut penser que les chiffres sont déjà connus, peut-être petite semaine. Alors, n'irons pas jusque-là, n'est-ce pas? Néanmoins, ils sont difficilement probable qu'un chiffre mauvais intervienne au milieu de ce congrès. Ça mettrait M. Xi Jinping dans une situation un peu inconfortable. Et je ne pense pas, compte tenu de tout ce qu'il a fait jusque-là pour arriver à une situation parfaite, ou en tout cas correct et conforme à ses objectifs, on ne va pas avoir d'accident la semaine prochaine. Mais ça va être très intéressant de regarder ce qui se passe à ce congrès, justement, comment il prend la main, quelles sont les nouvelles têtes qui vont apparaître, est-ce qu'on va connaître, on va avoir une idée de son successeur, est-ce que non, il va laisser le flou et garder potentiellement l'idée de pouvoir se prolonger son mandat. Voilà, il y a plein de choses qui vont être intéressantes pour la vie politique chinoise et donc pour nous, observateurs. Réélection sans problème? Oui, ça de ce côté-là, il ne semble pas qu'il y ait de questions. Après, c'est comment, soutenu par qui. Il y a un parti unique en Chine, mais il y a beaucoup de factions dans ce parti. Donc c'est toujours intéressant de regarder les luttes de pouvoir internes. Voilà, c'est ce qu'on va suivre principalement. Après, sur les autres chiffres macroéconomiques, on n'aura pas grand-chose. Il y aura le Beige Book aux États-Unis, mais on le sait, il est un peu moins pertinent depuis quelques temps. Moins pertinent, tiens, aussi comme cet après-midi, l'université, l'indice de confiance de l'Université du Michigan, c'était quelque chose sur lequel on se focalisait il y a encore quelques temps. C'est un peu passé comme ça. Il y a une mode des indices, oui, certains qui sont très suivis, puis après on s'en délaisse et on en prend d'autres. Oui, c'est fréquent au cours de ma longue carrière. J'en ai vu beaucoup d'indicateurs apparaître puis disparaître. Non, mais les indices de confiance des ménages, si vous voulez, ils sont au plus haut actuellement. Donc effectivement, ils fluctuent de plus ou moins 2 points d'un mois sur l'autre. Mais on voit bien que l'inquiétude n'est pas de savoir comment se sentent les ménages et comment... c'est pas là le sujet, en fait, actuellement aux États-Unis. Donc de fait, on les regarde, mais de façon plus distante. Ouais, on est plus effectivement sur peut-être la politique de M. Trump, parce qu'il va réussir enfin à sortir peut-être d'une certaine immobilité, impuissance. Voilà, bon, à part sortir de l'UNESCO, pas vraiment. Bon, c'est un signe fort aussi, mais c'est vrai qu'on attend plus du côté maintenant économique, notamment. Est-ce que ces réformes-là, elles vont pouvoir passer avant la fin de l'année? Est-ce qu'il va trouver enfin une alliance républicain-démocrate? On le souhaite, enfin en tout cas pour les marchés le souhaitent, et puis pour les États-Unis, ce serait quand même avancer quelque chose. Maintenant, on le voit, c'est compliqué. Il y a vraiment beaucoup de points de vue, et les républicains sont quand même très à cheval sur l'évolution future du déficit. Donc on voit bien qu'il n'y a vraiment pas de consensus, donc ça va être compliqué. Et malheureusement, dans ce genre de situation, on a toujours une réforme à minima et non pas une vraie réforme fiscale.
Voilà, donc à suivre autant de sujets. Merci Laetitia Baldeschi. Je rappelle Fabrice. que vous êtes stratégiste chez CPR-AM. On vous retrouve avec plaisir très prochainement. Dans un instant, la suite, on s'intéresse aux valeurs qui vont bouger à la Bourse de Paris.